Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière partie de ce numéro de Jeux et enjeux consacré aux enjeux géopolitiques des firmes multinationales au Cameroun. Dans la première partie, nous avons vu comment ce pays était-il devenu un terrain fertile et propice aux installations de ces firmes. Nous avons surtout questionné les différents enjeux de l'aide qu'elles apportent à notre pays. Alors, doit-on voir dans cette forme d'assistance une ambition de contrôle de l'économie camerounaise? Voilà notre grande question. On en parle. On en parle toujours avec nos invités, le docteur Fabrice Noah. Il est politologue à l'université de Maroua, co-auteur de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne aux éditions L'Harmattan. Bonjour, docteur Fabrice Noah. Un plaisir de vous avoir encore cette semaine. Bonjour Abdias. Avec nous, toujours au téléphone, le docteur Ludovic Ndjou, enseignant-chercheur en histoire des relations internationales et géopolitique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, c'est au Sénégal, chercheur associé à l'unité de recherche politique, stratégique et sociale de l'université de Tchang, auteur de plusieurs publications. Il est co-auteur pour ce qui nous concerne de multinationales et problématiques du développement au Cameroun, décryptage d'une participation controversée aux allures impérialistes aux éditions Mon Ange. Bonjour docteur Ludovic Ndjou et un plaisir de vous accueillir encore cette semaine. Bonjour Abdias. Alors vous restez avec nous, docteur Ludovic Ndjou. Dans la première partie, nous l'avons d'ailleurs annoncé à l'introduction, nous avons analysé avec vous l'aide apportée par les firmes multinationales au Cameroun. Doit-on voir dans cette forme d'assistance une ambition de contrôle de l'économie camerounaise? Doit-on penser à un accaparement des richesses camerounaises par les firmes multinationales étrangères? Alors, ce qu'on va faire, c'est d'éviter tout de suite de créer une certaine sinistrose dans la présence des firmes multinationales au Cameroun, savoir si on est envahi ou pas. Est-ce qu'il y a une volonté de contrôler des pans entiers? On va pas sombrer dans cette perspective-là, mais ce qu'on tient à souligner d'abord, c'est qu'aucune entreprise ne veut que son exploitation soit limitée à un moment donné. Donc, les prétentions ou bien les propensions à la monopolisation même de certains sentiers, de certains pans de l'économie est ce qui arrange les firmes multinationales, c'est-à-dire que la concurrence soit la plus écrasée possible. Or, lorsque vous êtes dans cette philosophie-là, vous êtes dans une tentative de monopolisation et peut-être même donc, déjà c'est des structures privées, de privatisation. Or, lorsque vous privez une nation, ou vous privez entre guillemets une nation, ou bien une population, de sa capacité à exercer sa souveraineté dans un pan entier, oui bien sûr, on peut soupçonner cette volonté de mise en coupe réglée de l'économie, cette volonté de contrôler des pans entiers. Donc, on peut effectivement voir en ça une certaine ambition de garder le contrôle, puisque on a évoqué des raisons historiques qui permettent effectivement de voir qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas, en tout cas, s'inscrire dans une volonté effective d'accompagnement, mais d'implantation sur la longue durée pour générer du profit jusqu'à une certaine infinité. Et donc logiquement, si lorsqu'on suit ce schéma de raisonnement avec quelques statistiques, on peut effectivement dire que il y a quand même une permanence, il y a une certaine régularité dans l'accaparement des richesses. Je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais si on veut parler avec peut-être un exemple patent qui a fait les choux gras de l'actualité plus ou moins récente au Cameroun, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a découvert, n'est-ce pas, après la non-reconduction de la licence d'exploitation du port autonome de Douala, du conteneur, du terminal de Douala, du conteneur. En tout cas, la reconduction du groupe Bolloré
la non-reconduction de la concession du groupe Bolloré au port de Douala. Alors, on s'est rendu compte que, ne serait-ce qu'en janvier 2022, l'État camerounais était parvenu à récolter au bout de 30 jours 22 milliards de francs CFA des recettes. Voilà. Après le non-renouvellement de cette concession-là contre un déversement moyen de 2,5 milliards par an que, n'est-ce pas, l'entreprise faisait à l'État. Donc, vous voyez vous-même l'écart qui existe entre cette concession qui a été faite en 2005 et 2019, bon, disons 2020. 2019, effectivement, où le groupe Bolloré n'a pas été reconduit au niveau du port. Donc, lorsqu'on fait la différence, on se rend bien compte que une partie de ce qui était gagné par l'entreprise était largement au-dessus de ce qu'elle reversait au trésor public camerounais, et voilà, que c'était effectivement une masse monétaire qui reprenait les chemins de l'ancienne métropole, de l'ancienne métropole coloniale. Tout à fait. Dans quel secteur au Cameroun cela est-il le plus perceptible, selon vous? Je viens de prendre le cas du transport maritime, qui peut s'étaler au transport terrestre, même si le transport urbain, interurbain est de plus en plus l'apanage des entrepreneurs camerounais du secteur. Le transport ferroviaire reste dominé, le transport portuaire également, par cet élan de privatisation. Mais au-delà, on va voir dans le domaine des télécommunications aussi, sans faire de mauvaise publicité. Il y a eu une actualité récente où la Ligue nationale des consommateurs camerounais a dû s'insurger contre les opérateurs intervenant dans la téléphonie mobile, et avec des arguments que vous avez pu entendre de part et d'autre, consistant à ce que, voilà, la part, le prix des services, pour la qualité des services rendus, n'était pas vraiment au top, sans générer des mécontentements et des fuites de capitaux assez importants. Lorsqu'on va au-delà des télécommunications, on rentre aussi dans le domaine de l'énergie, où il y a un géant pétrolier dont on ne va pas faire ni la publicité ni la mauvaise publicité ici, qui vraiment est présent à presque tous les kilomètres à chaque kilomètre de nos, n'est-ce pas, dans nos villes, quoi. Donc, dans le secteur pétrolier, dans le secteur du transport, dans le secteur des télécommunications, mais peut-être encore de plus en plus avec la percée chinoise dans le domaine du commerce. Donc, on va voir, on ne peut pas être exhaustif sur ce point-là, mais là, c'est quelques points, c'est des secteurs dans lesquels on a eu à effectuer quelques investigations qui prouvent effectivement que ce sont des secteurs stratégiques, autant de secteurs stratégiques de l'économie, autant de volets stratégiques de l'économie qui sont convoités par les entreprises multinationales. Alors, docteur Fabrice Noah, on a vu dans les manifestations anti-françaises les citoyens des pays ouest-africains s'attaquer aux grandes firmes françaises sur place. Est-il possible aujourd'hui, selon vous, de faire le distinguo entre État et firmes multinationales? On peut faire un distinguo parce qu'en réalité, comme je venais de vous le dire, les firmes multinationales sont, même si elles se déploient quelquefois avec la bénédiction de leurs États, c'est quand même des structures qui sont différentes de ces États-là. C'est des structures qui sont différentes de ces États, qui ont parfois des intérêts qui sont différents des intérêts de l'État. Vous ne pouvez pas estimer qu'une firme multinationale est forcément irresponsable de son action sur le terrain, ou alors que c'est l'État qui est responsable de l'action de la firme multinationale. Ce sont des acteurs des relations internationales dont la responsabilité doit être engagée. Si vous avez un contentieux avec une firme, vous ne pouvez pas déposer plainte contre l'État
d'où ressort cette film, c'est contre la multinationale. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir faire un distinguo. Malheureusement, dans nos pays aujourd'hui, on est dans un sentiment violent, anti-impérialiste, entre guillemets, violent, qui fait qu'on n'a pas la lucidité nécessaire pour faire une différenciation en réalité. Et je pense que c'est une erreur, parce que les firmes multinationales françaises ont une responsabilité qui est liée à leur activité, et je serais plutôt d'accord qu'il y ait peut-être des contestations, des récriminations en rapport avec cette activité-là, plutôt que visant le pays d'origine. Parce qu'il y a encore un grand débat qui est plutôt intéressant sur ces questions, c'est qu'aujourd'hui, on a même de la peine à distinguer la nationalité d'une entreprise. Est-ce que la nationalité d'une firme multinationale tient du fait qu'elle ressort de ce pays? Est-ce que sa nationalité aujourd'hui ne serait pas en référence avec l'endroit où elle paye les impôts, dont le siège social, qui est souvent différent justement du lieu de naissance de l'entreprise? Est-ce que la nationalité ne serait pas en rapport également avec l'actionnariat? On ne maîtrise pas souvent trop ces choses-là. Et donc, avant de mener une action contre un État, parce qu'une multinationale aura agi, il faut faire très attention, parce que ces données-là, quelquefois, ne sont pas maîtrisées. Alors, docteur Ludovic Ndjou, selon vous, il existe une sorte de complot entre gouvernements occidentaux et leurs firmes au Cameroun. Comment traduisez-vous cette connivence? Alors, peut-on parler de complot? Vous savez ce que ça peut générer comme suspicion ou crédibilité au niveau de l'analyse lorsque ces mots-là sont balancés. Mais bon, mettons le coup de pied à la fourmilière là, pour éviter de fignoler, n'est-ce pas, et dire que en réalité, lorsque vous évoquez déjà les gouvernements, que ce soit les gouvernements occidentaux, effectivement, puisque les firmes multinationales occidentales sont plus nombreuses, et les autorités du Cameroun, on est tenté de rentrer dans ce qui est considéré comme la somme des pesanteurs politiques au développement, en tout cas au développement de l'économie, et qui font le lit de l'implantation des firmes multinationales. Mais j'aimerais citer juste un passage d'un article publié depuis 1985 par Philippe Fouché et Georges Niossi sur l'État et les firmes multinationales, où il explique cette corrélation-là. Alors, les deux auteurs expliquent que l'État, ils disent que l'État, à toutes les époques et à toutes les étapes, joue un rôle central dans le processus de multinationalisation des firmes. Et là, ça peut s'expliquer clairement. Ce sont des États qui déjà accordent un siège social mère et puis qui facilitent, qui a des coups de franges diplomatiques nécessaires, des négociations, etc., qui permettent quelque part aussi aux entreprises de s'implanter. Et donc, les firmes multinationales peuvent être parfois dans les bras des gouvernements occidentaux comme des outils de conquête de marché, de prédation, même si ces liens-là sont généralement indirects. Mais on va rester, si on veut prendre le cas d'une puissance occidentale comme la France, le rôle, par exemple, que le Comité des investisseurs français en Afrique noire, le CIAN, entretient, joue en tout cas la connivence qui existe entre ce comité-là et duquel effectivement fait partir les entrepreneurs des grandes multinationales françaises impliquées et implantées au Cameroun. Donc la corrélation qui existe entre le CIAN et l'Élysée, cette proximité-là qui fait que effectivement on peut se poser la question de savoir si il n'y a pas de complot contre les populations au regard des dissymétries qui existent entre la croissance du développement local et la part des pensions effectuées par les firmes multinationales. Maintenant, ce qu'on fait, ce n'est que peut-être de mettre en exergue ces éléments-là et donc de laisser chacun tirer sa conclusion. Mais sinon, lorsqu'on est dans le cadre des relations internationales, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maxime le dit, hein, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts.
Et donc, peut-être, on va pas dire qu'ils sont, c'est légitime, c'est pas légitime, peut-être, de priver une population de ses moyens de subsistance, mais euh, les gouvernements occidentaux sont peut-être dans leur droit, n'est-ce pas? Parfois, on le dit souvent, on le dit pas assez, de chercher les moyens d'accroître leur puissance. Maintenant, aux nôtres de prendre leurs responsabilités et de savoir comment est-ce que, voilà, on peut éviter d'en arriver à ce que le peuple soit victime d'un certain complot, n'est-ce pas, qui se jouerait sur son dos. Docteur Fabrice Noah, vous voulez réagir? Non, moi je crois que c'est un avis, mais je ne suis pas très d'accord avec ce point de vue parce que on doit pas se retrouver dans une logique complotiste. Ça veut dire considérer toujours que derrière chaque multinationale, il y a l'action d'un État. Même si, et c'est ce que je disais, même si on peut avoir une sorte de communauté d'intérêts. Ça veut dire que quelquefois, on peut avoir des entreprises multinationales qui vont venir faire le jeu ou réaliser la politique étrangère d'un État de manière claire. Il est quand même difficile de confondre. Je crois qu'il est quand même exagéré et inopportun de confondre l'action d'une multinationale à celle de l'État. Surtout que vous avez des situations où les firmes multinationales ont quand même une puissance financière et qui leur donne une indépendance très importante. Ceci, justement, du fait des libertés qui leur sont accordées dans l'environnement d'où elles ressortent. Vous n'allez pas me dire que Facebook, même si c'est une entreprise française, va venir mener la politique des États-Unis au Cameroun. Ce n'est pas vraiment ça. On peut encore le dire d'entreprises ressortant d'environnements politiques dans lesquels il y a moins de liberté. Je vous prends le cas, par exemple, de Huawei, je vous prends le cas d'entreprises comme TikTok, qui sont souvent soupçonnées par certains pays comme étant le bras séculier, n'est-ce pas, de la Chine. Ça, on peut encore le comprendre parce que le système de fonctionnement des entreprises chinoises, par exemple, dans le secteur pétrolier, vous allez vous rendre compte que plein d'entreprises pétrolières chinoises, c'est des entreprises à capitaux publics. Ou si vous voulez, c'est des entreprises dans lesquelles l'État a un certain droit de regard. Vous ne pourrez pas me dire la même chose s'il s'agit de Total. Même si la France a un droit de regard, la marge de manœuvre de Total est différente comparativement, par exemple, à des entreprises pétrolières chinoises. Donc, il faut pouvoir faire une analyse en tenant compte, justement, de l'environnement politique dans lequel ressortent ces entreprises. Il ne peut pas avoir de complot fourbi contre un État et que mettrait en œuvre une firme multinationale et l'État. Je pense surtout qu'il peut avoir une communauté d'intérêts, mais il faut pouvoir, à mon sens, distinguer les intérêts de la firme comme de l'État en question. Donc on voit bien, ça fait débat. Docteur Ludovic Ndjou, ce que vous révélez dans votre ouvrage, c'est que le rapatriement par ces entreprises des fonds récoltés de leurs activités au Cameroun est largement supérieur à la part de la responsabilité sociale de l'entreprise qu'elles sont censées accomplir. Pouvez-vous nous en dire plus? La responsabilité sociale de l'entreprise, disions-nous tantôt, c'est la somme des obligations positives, n'est-ce pas, que les firmes multinationales sont tenues d'accomplir dans le cadre, en tout cas parallèlement à leurs activités d'exploitation économique et de quête de profit. Alors oui, il y a au regard des éléments qui précèdent que nous disions, nous prenions le cas du groupe Loré tout à l'heure dans le cadre de la gestion de la concession du port de Douala entre 2005 jusqu'à la décision prise en décembre 2019 par les autorités camerounaises, n'est-ce pas, de suspension, en tout cas de ne pas reconduire cette concession-là, mais plutôt au profit du Douala, au Swiss Terminal, au profit du consortium suisse, Terminal Investment Limited.
il y a cette part de, c'est largement supérieur. On disait tout à l'heure à partir des statistiques qui ont été récoltées de diverses sources qui étaient concordantes que voilà, en 2020, la part de bénéfices générés par l'État camerounais au bout de 30 jours était donc de 22 milliards, alors que en moyenne, annuellement, entre 2005 et 2019, c'était cette somme, la somme reversée par le groupe était de l'ordre de 2,5 milliards. Donc, c'est largement au-dessus. Lorsqu'on se rend compte qu'effectivement, la part du profit engrangé contre ce qui reste sur le territoire camerounais est infiniment plus petit. Vous voyez un écart de 19 milliards, je pense, CFA par mois. C'est pas, en quelques mois, c'est pas évident. Vous imaginez le reste sur 300, sur 12 mois d'exploitation du port et c'est vraiment énorme. Tout à fait. Docteur Fabrice Noah, quel est l'intérêt pour le Cameroun d'avoir sur son territoire les firmes multinationales et comment doit-il se comporter face à celles-ci? Oui, l'intérêt du Cameroun d'avoir des firmes multinationales sur son terrain, c'est qu'effectivement, les firmes multinationales ont déjà une expérience. Elles ont pour elles l'expérience dans la gestion d'un certain nombre de portefeuilles d'activités. Vous avez aussi la marge financière. Parce que les entreprises multinationales, quand elles se déploient, généralement, c'est avec des moyens financiers très importants. Vous allez, par exemple, remarquer que les entreprises, si on prend le cas de la téléphonie, les entreprises multinationales qui se sont établies au Cameroun ont souvent été très... on va appeler ça comment? En fait, elles sont géographiquement mieux répandues que les firmes qui ont été, ou les entreprises qui ont été gérées ou qui sont le fait d'investisseurs nationaux. C'est une question de moyens, c'est parce qu'elles vont parfois prendre de l'argent en bourse, ce qui n'est pas toujours le cas pour nos entrepreneurs locaux. Donc, il y a cette marge de manœuvre là, financière, il y a cette capacité-là en termes d'expérience, et il y a aussi que c'est des entreprises dont la gestion est peut-être questionnée. Mais docteur Fabrice Noah, désolé de vous interrompre. Beaucoup estiment quand même que il faut désormais faire confiance aux entreprises locales. Elles peuvent faire le job, non? Je pense que c'est un nationalisme qui est peut-être bien, mais c'est un nationalisme mal placé. Je pense qu'il faut être réaliste. Si aujourd'hui MTN et Orange s'en vont, vous pensez que qui va gérer le secteur de la téléphonie? Et Camtel, Ok. qui leur fournit le réseau? Camtel leur fournit les réseaux, mais en termes de capacité aujourd'hui, en termes de qualité parfois du service, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Si on se tenait à ce point de vue, Camtel serait la première entreprise camerounaise parce qu'elle a peut-être les compétences, mais est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce que Camtel aujourd'hui, vous savez que beaucoup de cracks de Camtel sont rachetés par ces firmes MTN et Orange quelquefois parce qu'elles ont la surface financière, elles ont le dynamisme pour le faire. Donc moi je crois que on aura beau estimer que les entreprises camerounaises peuvent faire le job, mais il faut déjà reconnaître que leur action pour le moment n'est pas satisfaisante. Il faut qu'il y ait un véritable travail sur la gestion de ces entreprises pour qu'elles puissent y arriver. Je voudrais prendre un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Vous avez dans un pays où j'ai été quelques années, l'Éthiopie en l'occurrence, vous avez une compagnie aérienne comme Ethiopian Airlines avec près de 150 avions, Boeing comme Airbus. Cette entreprise est nationale. Mais je vous assure, il n'y a pas de commune mesure entre la gestion de cette entreprise publique et les entreprises publiques que nous pouvons avoir dans certains pays. C'est une rigueur, c'est un projet, c'est une vision et je vous assure que cette entreprise aujourd'hui est un fleuron parce qu'il y a derrière un projet de puissance, vous voyez. S'il vous plaît, le Cameroun n'en a pas cette ambition géopolitique? Je pense que c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu Camer. Camer était une très grosse entreprise du temps de ses premiers jours. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'on puisse estimer que Camerco soit du même acabit que Camer.
parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une volonté qui est peut-être insuffisante aujourd'hui. Je vous prenais le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie a un seul fournisseur de services téléphoniques, Ethio Telecom. Je vous assure, c'est en termes de rapidité du réseau, c'est terrible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a cet esprit-là. Il y a cette volonté-là d'un peuple de faire quelque chose de grand avec des moyens nationaux, des moyens propres. Je pense que s'il manque cette volonté, s'il manque cette vision-là, on a beau avoir une centaine d'entreprises nationales nourries par l'argent public, je vous assure, le résultat sera piètre. Docteur Ludovic Ndjou, c'est la dernière question. Comment le Cameroun doit-il se comporter face à ces multinationales? Alors, l'attitude à faire ici, c'est peut-être de réduire, peut-être dans un premier temps, la propension au monopole. Parce que ce qui tue, ce qui pérennise et ce qui peut-être donne à certaines multinationales une certaine proportion à faire, comme si voilà, elles étaient libres de leurs actions, elles étaient libres de pensionner des populations et dans une forme d'impunité. C'est parce qu'il y a souvent cette monopole-là. Il faut éviter, il faut peut-être réduire et libéraliser peut-être davantage, stimuler la concurrence et peut-être aussi dans un deuxième temps, même si on le fait, ça ne fera qu'accroître la présence des multinationales étrangères, mais de ne pas oublier les avantages qui accompagnent aussi le protectionnisme, c'est-à-dire le temps que les capacités de l'État, parce qu'on s'est dit aujourd'hui, depuis les passes, ça fait quand même belle lurette, que les capacités de l'État puissent peut-être encore bénéficier de leur présence, que l'on outille davantage, que l'on donne des possibilités au secteur, aux entreprises nationales, aux initiatives des entrepreneurs nationaux, au national, de pouvoir bénéficier vraiment de coudées franches pour pouvoir se développer. Dans une attitude, pas de méfiance, mais une attitude nuancée. On ne peut pas se passer des firmes multinationales, mais on peut quand même utiliser, on peut capitaliser leur force de transformation, leur force d'exploitation, mais surtout davantage veiller à ce que, voilà, par la captation et le transfert des connaissances, on chemine progressivement vers le développement d'une industrie, d'un tissu économique national. Merci, Dr Ludovic Ndjou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire des relations internationales et géopolitiques à l'université Hassan Sek de Ziguinchor au Sénégal. Vous êtes aussi chercheur associé à l'unité de recherche politique, stratégique et sociale de l'université de Tchance et bien entendu au Cameroun, auteur de plusieurs publications, co-auteur pour ce qui nous concerne de multinationales et problématiques du développement au Cameroun, décryptage d'une participation controversée aux allures impérialistes aux éditions Mon Ange. Merci également, Dr Fabrice Noah. Je rappelle que vous êtes politologue à l'université de Marois. Vous êtes co-auteur pour ce qui nous concerne de géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne. Ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.